Bonjour Alexandre Deloya. Bonjour. Merci, d'ailleurs j'en profite pour remercier les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Oui. N'hésitez pas, n'oubliez pas à vous abonner et à partager la vidéo s'il vous plaît et à commenter. Je sais que vous lisez presque Oui. tous les commentaires à chaque fois. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Ça me fait coucher parfois très tard, mais c'est une question de respect pour les auditeurs. Je pense que c'est très important et beaucoup ne le font pas, malheureusement. Et je pense que justement, le sujet du jour va faire débat. C'est d'abord la rencontre entre Zelensky et Donald Trump qui s'est passée d'une manière, on pourrait dire, cocasse. C'était extrêmement cocasse et j'avoue, j'étais surpris comme tout le monde. Tout de suite, je me suis dit, c'est une mise en scène, c'est un guet-apens. Mais en même temps, M. Zelensky s'est prêté au jeu. Il aurait pu interrompre. Vous savez que moi, je l'ai appris un jour quand j'ai quitté une émission. On peut toujours dire non et cesser de jouer le jeu. On peut quitter tout de suite la table dès qu'on sent la chose. Il n'a pas cherché à fuir. Il aurait pu se lever. Imaginez l'effet que ça aurait fait s'il s'était levé. Si on me parle comme ça, je respecte votre point de vue, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas venu pour me faire humilier. Mon peuple est sous les bombes. Imaginez l'effet que ça aurait fait. Donc il s'est prêté au jeu. Parfois, je me demande même s'il n'était pas conscient qu'il était au menu. Parfois, c'est les absents qui sont au menu. Et là, c'était lui. C'était vraiment le dîner de con. Ça paraît trop gros. Mais admettons qu'il se soit fait avoir. C'est vrai que Trump a beau être blond et très wasp anglo-saxon, il a parlé comme un chef de la mafia des années 60. C'était Don Corleone. Tu n'as pas les cartes en main. Si on prend un peu l'accent sicilien ou corse, ça fait vraiment le mafieux. Même le fait de parler des jeux de cartes, c'est le jeu préféré des mafieux dans leur bar le soir à New York, ou des mafieux corses ou des vieux mafieux siciliens. T'as pas les cartes en main, quitter pour parler, t'es pas en bonne position, t'as pas toutes les cartes. Si j'étais toi, je me ferais plus humble. T'as pas dit merci. Enfin, je dis pas que c'est horrible ou faux, mais sur le ton, ça fait quand même, comme on appelle ça, c'est une remise en place. Le mec, on l'a remis en place. On l'a presque mis à l'amende, parce qu'on lui a fait comprendre, non seulement t'as pas voix au chapitre, t'as pas les cartes en main, mais en plus on lui a rappelé, ça montre que M. Trump aime beaucoup les rapports de force. C'est l'homme de la réelle politique. La réelle politique, c'est plus que le réalisme, c'est le retour des rapports de force assumés, décomplexés et cyniques comme seul critère des relations internationales. En plus, il le dit, you're not in good position, t'es pas en bonne position pour parler. Enfin, c'est quand même assez... Hein, on imagine un caïd qui dit à un type, toi, reste à ta place, t'es pas en position pour parler. En gros, t'as pas le flingue et les autres l'ont, et là, tu es en train de te faire allumer. Donc, c'était assez violent, mais je pense quand même qu'il y a une part, premièrement, de cinéma. Deuxièmement, je vais vous surprendre et je vais choquer certains, je l'attendais depuis longtemps que quelqu'un lui fasse ça. Non pas que je n'aime pas Zelensky, ou que le pauvre, on frappe pas sur une ambulance, et c'est l'homme politique d'un pays qui est agressé malgré tout, même s'il y a aussi des Russes qui meurent. Mais ça fait 3 ans que M. Zelensky vient, parce que c'est de la com, avec son costume militaire, avec son t-shirt militaire ou son sweatshirt militaire, ou sportif, noir ou kaki. Avant c'était kaki, maintenant c'est un peu plus noir, etc. Mais ça, on sait que c'est de la com. Même quand votre pays est en guerre, vous pouvez venir en cravate et en costume. Moi, je pense depuis le début que c'est un manque de respect envers les dirigeants de se rendre en soldat du rang, comme il le faisait beaucoup. Et maintenant, ça ressemble presque à un équipement ninja. Bientôt, on est passé du kaki au noir de plus en plus. Enfin, déjà, ça, c'est de la com. Vous me direz, oui, mais il est en guerre. Mais c'est quand même de la com. Ça veut dire que quand il se déplace, et je le comprends, il vient faire de la com. Mais ce qui est ennuyeux, bizarrement, seul Mélenchon l'avait dit dans la classe politique française il y a des années, parce que sur la droite et l'extrême droite avaient peur d'être traités de pro-russes, et comme on le sait, la gauche et l'extrême gauche, elle, même quand elle a les mêmes travers, elle n'a jamais honte de ce qu'elle fait, elle assume. Et un jour, Monsieur Mélenchon avait dit mais qui est Monsieur Zelensky pour venir systématiquement dans nos parlements nous alpaguer, comme on dirait chez nous, presque nous mettre à l'amende, nous culpabiliser, nous dire fais ci, fais ça, tu fais pas assez, il vient pas pour dire merci, à chaque fois il dit donnez-nous plus, sinon vous êtes des Munichois, vous allez être envahis, Paris va être bombardé, les Ukrainiens qui font des vidéos sur Paris bombardé, moi il y a des gens qui m'appelaient, est-ce que c'est vrai que Paris peut être bombardé par Moscou? Alors même si on est contre la Russie et son agression, de là à dire qu'on va bombarder Paris, si vous voulez, parfois c'est énervant, il vient dans des pays, il se déplace, il fait des conférences de presse avec les souverains différents, chefs d'État,
Il va dans les parlements et il interpelle directement le peuple pour mettre les dirigeants de chaque pays en porte-à-faux avec non pas leur peuple, parce que les peuples sont plutôt pacifistes, mais avec l'opinion publique qui est une notion fabriquée par les médias. Vous savez que l'opinion publique n'existe pas. Ce n'est que, on le dit aux États-Unis, on est plus franc, on dit opinion makers. Il y a des fabricants d'opinion. Noam Chomsky ou Bernays, Edward Bernays parlait de l'opinion qui a été fabriquée pour susciter un consentement. Donc, ce qui est ennuyeux, c'est que quand il se déplace, même si on peut dire que de son point de vue, il a raison et on ferait pareil à sa place, ça devient énervant, il vient vous mettre à l'amende, et là, c'est lui qui a été mis à l'amende. Il n'arrête pas de prendre à témoin des médias en disant dans les pays hôtes, et ce que je dis, c'est pas qu'un sentiment, je peux l'appuyer. Hein, au début de la guerre, on disait pas de chars. Il venait dans les parlements différents, et il trouvait le premier parlement où on allait lui faire une déclaration. Vous savez, en théorie de communication et chez les commerçants et chez les manipulateurs et les techniques de vente, hein, on appelle ça un pied dans la porte. On met un pied dans la porte, elle est un tout petit peu ouverte, après on va pouvoir ouvrir un moment, il suffit d'avoir mis un bout de pied dans la porte, on sait qu'à un moment, toute la porte sera ouverte. Donc il vient quelque part, il trouve un député démagogue, un ministre démagogue, un chef d'État qui ne le pense pas, mais qui dit pourquoi pas un jour envoyer des chars, et tout à coup, la semaine d'après, le verrou saute, la ligne rouge, on avait dit jamais de chars, un mois plus tard, après sa déclaration, on a des chars. Après, on a dit pas de missiles à longue portée, il vient, il trouve quelqu'un, pas forcément toujours le chef d'État, qui lui dit pourquoi pas un jour, il faudrait quand même être churchillien et envoyer des armes, et là, l'opinion publique qui est travaillée, je le répète, par nos médias, commence à évoluer, et les médias disent Monsieur Zelensky est venu dire que si on ne lui donne pas des avions ou des missiles à longue portée, eh bien on ne pourra pas l'aider, il va se faire envahir totalement par la Russie. Et à chaque fois, depuis 3 ans, on avait toujours des lignes rouges, pas de soldats sur le terrain, pas de missiles à longue portée, ni même à moyenne portée. En fait, on dit moyenne portée, même pour 500 km, c'est pas un mot qui est parlant au niveau, c'est pas comme les missiles intercontinentaux, là c'est de la longue portée. Mais, bref, des missiles qui vont plus loin que 500 km, après c'était les chars, après c'était les avions, après maintenant ça va des avions plus sophistiqués, demain ce sera pouvoir frapper Moscou, et à chaque fois, il nous ramène effectivement, même si je ne critique pas son point de vue, lui, il essaie de sauver son pays, si tant est qu'il soit tout à fait sincère, il essaie d'avoir le maximum de chances de résister à l'invasion, et c'en est une, mais il nous met toujours dans des retranchements qui nous obligent à aller plus loin que ce que l'on voulait aller. J'en veux pour preuve, par exemple, Scholz. Il ne voulait pas inclure le gaz, qui n'était pas vraiment sous sanction, dans des sanctions de facto. Il ne voulait pas couper l'alimentation en gaz russe de l'Allemagne. Quelque temps après le premier voyage de Zelensky en Allemagne, et même avant, quand Zelensky faisait des critiques, c'est scandaleux ceux qui utilisent du gaz russe. Mais jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à fin 2024, jusqu'à 31 décembre 2024, l'Ukraine se gavait avec les royalties sur le gaz russe, mais donnait des leçons de morale à ceux qui osaient bénéficier du gaz russe. Vous voyez, ça c'est insupportable. Maintenant, il est cohérent. Ils ont coupé toute alimentation et ils ne veulent plus que le gaz russe passe. Mais jusqu'à 31 décembre 2024, M. Zelensky donnait véritablement des leçons de morale. Je reviens sur le sketch. Maintenant, c'est à la mode de dire séquence. On dit séquence tous les 5 minutes. Sur cette séquence, c'est horrible pour lui, il s'est fait humilier. En plus, il avait 2 types, c'était 2 contre 1. Et toute une foule avec les 2 contre 1. Enfin, c'était un mec qui était à terre et on lui donnait des coups de latte quand il était à terre, en imagé. Mais quelque part, il a un peu cherché. On vient à chaque fois sans costume. C'est lui qui impose, normalement, quand on va voir un chef d'État, à part les Iraniens en col Mao, là, et peut-être quelques Chinois, et même Xi Jinping, il vient en cravate, on vient à un sommet, on va voir un chef d'État, on doit être habillé correctement, et lui, c'est lui qui dicte le tempo, parce qu'il maîtrise la communication. Ben là, ça s'est retourné contre lui. Là, il a trouvé des types qui ne sont pas culpabilisés. C'est sûr que les amis de Rudolph Giuliani, les amis de Trump, c'est soit des mecs super idéalistes, non, super idéologues, comme J.D. Vance, c'est un vrai isolationniste, idéologue. Et le type, il en a bavé, il était militaire pour se payer ses études. Enfin, c'est un type, c'est un dur, mais qui est vraiment isolationniste. Donc les uns sont idéologues, isolationnistes, les autres, en gros, c'est un peu une mentalité de voyou. Moi, je veux my money back, je veux mon fric, je veux retrouver un retour sur investissement. Tu signes pas. Ben, c'est un peu Don Corleone qui lui dit, vous savez, Don Corleone, à un moment, est dans un restaurant, le type,
lui dit, moi j'aime pas les Italiens gominés, avec ses cheveux gominés en arrière, reluisants, arrogants, espèce de métèque, de raca, etc. Moi je cède pas à ces gens-là, etc. Don Corleone reste tout calme, il dit, bon, je vous avais fait une proposition qui était honnête, on aurait pu trouver chacun un intérêt, vous auriez vendu votre restaurant, mais après cet affront, le restaurant, vous allez me le donner, et je payerai rien. Et c'est une proposition que je vous fais que vous ne pouvez pas refuser. C'est un peu ça. Vous savez, un moment, on peut dire que Trump, tout étant blond, il a agi exactement comme Don Corleone. Il a mis à l'amende parce que M. Trump, c'est quelqu'un qui veut aider les Ukrainiens et encore avec de grosses limites et sans garantie de sécurité s'il se gave. Et j'en suis pas surpris. Un élément de la CIA que j'avais rencontré en novembre, à peine Trump élu, m'avait prévenu. Il m'avait dit, vous verrez, on va essayer de faire la paix au plus vite parce que c'est une promesse de campagne et Trump a envie de faire un minimum de ce qu'il a dit, contrairement au premier mandat. Il ne veut plus être emmerdé par les anti-russes, les néocons et compagnie qui étaient restés autour de lui, comme Nikki Haley, etc. Dans le deuxième mandat, il va prendre que des gens qui sont d'accord avec lui. Et s'ils ne l'étaient pas, ils vont le devenir, comme Marco Rubio, etc. On a vu aussi des récentes déclarations de Tulsi Gabbard récemment, qui est une isolationniste aussi. Et donc, voilà, il avait annoncé la couleur. Ce monsieur de la CIA me disait, ils donneront leurs entreprises offshore. Ils nous diront tout ce qu'ils ont volé. Ils nous rendront ce qu'ils ont volé. Et ils nous donneront tout ce qu'on veut pour nos entreprises. Donc, entreprise, ça voulait dire aussi gaz, pétrole, Westinghouse pour l'uranium. C'est aussi les terres rares, mais c'est aussi le gaz offshore en mer Noire. Si tant est que les Russes gardent... faut qu'ils fassent très vite à faire la paix parce qu'ils peuvent même perdre l'accès à la mer Noire. D'ailleurs, M. Zelensky demande une trêve sur la mer et sur la terre. C'est intéressant. Je pense qu'il sait que les Russes essaient aussi de se diriger vers Odessa. Et donc là, il a signé, comme vous avez vu, depuis cette réunion dont vous parliez. Nous sommes aujourd'hui déjà le 5 mars et Zelensky a dit, bon, bah, finalement, je cède, ok, j'accepte de signer, ce qu'il ne voulait pas signer. Mais en même temps, je pense aussi qu'il est complice pour cette histoire où il a été humilié parce qu'il fallait qu'il montre à son peuple qu'il ne cédait pas d'un coup. Peut-être même, je ne peux pas exclure, qu'il voulait signer tout de suite. Imaginez si vous êtes Zelensky. Vous savez que les groupes néo-nazis dans le groupe Azov, là, ne sont pas très nombreux, contrairement à ce que dit Poutine, mais c'est vrai qu'il y a des nazis en Ukraine, ou des gens de l'extrême droite la plus dure qui viennent de l'ouest de l'Ukraine, c'est eux qui tiennent, en gros, la SS politique de l'armée. C'est eux qui sont les contrôleurs politiques, les commissaires politiques de l'armée, et ils ont un pouvoir de nuisance. On sait depuis le début de la guerre que Zelensky, qui voulait négocier avec les Russes au début, Zelensky a toujours eu très peur de se faire assassiner par les durs, qui ne sont pas juifs comme lui, qui sont plutôt anti-juifs, qui sont plutôt de tradition extrême droite, voire néo-nazis ou nostalgiques de Bandera, et ceux-là ont les moyens de le buter. Donc, s'il cédait d'un coup, j'accepte de vendre mon pays, on lui a déjà reproché de... Vous savez que, pour nos auditeurs, en Ukraine, depuis les lois qu'a mis en place M. Zelensky, on peut vendre toute terre arabe, on peut vendre plein de terres des Saoudiens, des Chinois, des Turcs, pas uniquement BlackRock, Vanguard, et énormément de groupes de plein de pays se sont emparés de beaucoup de terres ukrainiennes, et déjà il était accusé de brader son pays. S'il avait signé tout de suite un accord léonin, il n'a aucune garantie de défense, et il doit cracher. Et en échange, il ne peut rien demander d'autre que espérer avoir encore un peu d'aide américaine, sans aucune contrainte du côté américain, et aucun engagement. S'il signe ça tout de suite, il peut se faire tuer par des gens qui vont le dire, t'es un traître, tu nous as envoyés au casse-pipe, et tout à coup, t'es prêt à faire une reddition. Je n'exclus pas, pour vraiment répondre à votre question, et j'arrête là, qu'il était complice de ce petit scénario. Comme ça, il montrait, vous savez, c'est comme une femme, excusez-moi de l'allégorie, c'est pas du tout antiféministe, hein, mais comme je suis du siècle dernier, quand j'étais encore tout jeune, une femme honnête pouvait pas dire oui la première fois. Donc la première fois, il fallait résister. Ben, ça fait penser un petit peu à cette femme honnête qui ne peut pas dire oui la première fois, et même peut-être la deuxième, et qui se fait un peu désirer, sinon quand même je ne mange pas de ce pain-là. C'est un peu ce qu'a fait Zelensky. C'est pour ça, je pense, contrairement à beaucoup, que tout cela a été quand même de commun accord. Ce n'est pas une humiliation subie, c'est une humiliation voulue qui montrait à son peuple qu'il essayait de faire tout pour résister. Et comme ça, maintenant qu'il a cédé, il pourra dire à son peuple, j'ai cédé parce que je n'avais plus le choix. Il est malin d'ailleurs. Quand est-ce que cède M. Zelensky? Le jour même où l'Amérique bloque l'arrivée des armes
par la Pologne, à la frontière polonaise. Comme par hasard, au moment même où Zelensky dit « Bon, je suis prêt à revenir voir M. Trump et à signer, j'accepte, je demande juste en échange une petite trêve sur les mers et sur les terres, mais je vais signer, même si au début, je ne voulais pas. » Donc ça montre bien qu'il fallait montrer qu'il était une femme honnête, qui ne disait pas oui la deuxième fois, la troisième fois, il cède. Pour signer, il faut être deux. Quel est l'intérêt de la Russie aujourd'hui de signer un accord de paix alors qu'ils sont en train plutôt de gagner cette guerre, vu que en plus les armes américaines sont bloquées et le financement américain? Oui, moi si j'étais russe, je n'aurais aucun intérêt à signer. Je pense que d'ailleurs, on l'a vu à Gaza, on l'a vu avec le Hezbollah, un cessez-le-feu, c'est fait pour être violé. Donc le cessez-le-feu peut être signé par les Russes, et le lendemain, il peut très bien être violé. S'il y a une opportunité pour aller vers Odessa, s'il y a une opportunité, si on regarde la carte, on peut la montrer à nos auditeurs, du Donbass et de la Novorossiya, c'est tout le sud et l'est de la Russie qui est revendiqué par les Russes, qui correspond à l'ancienne Novorossiya sous les tsars, la nouvelle Russie. On voit bien que quand on est plus au nord-est, c'est 100% qui a déjà été pris, et plus on va vers le sud-ouest, on est à 70, 75, 78%. Donc, ce n'est pas non plus, comme il y a 2 ans, 50%. Toutes ces régions revendiquées, les 4 oblasts revendiqués, sont à pas loin de 80%. C'est quand même tentant d'aller jusqu'à 100%, puisque ce sont des régions qui ont été annexées. Ça veut dire que si on s'arrête là, les Russes diront, un jour ou l'autre, moi, j'ai annexé 4 régions, en plus des 3 autres que je peux prendre, dont Nikolaïev, dont Odessa, etc. Zaporizhzhia, pardon, Nikolaïev et Odessa. Donc l'idée, c'est déjà d'annexer, et pas uniquement d'annexer, mais de faire le plein des oblasts qui ont déjà été conquis entre 100 et 80 ou 75%. Et donc, je ne vois pas pourquoi la Russie s'arrêterait. Et si elle ne le fait pas par la conquête militaire, elle va essayer de l'obtenir par la trêve ou par un accord. Ok, je veux bien un accord, mais comme si vous voulez que je dépose les armes, vous faites en sorte que l'Ukraine me donne les petites parties qui restent dans les 4 oblasts initialement annexés. Si je n'arrive pas à progresser et à en annexer d'autres, parce que l'idée des Russes, qui bombardent assez souvent le sud de la Russie, non encore annexé officiellement, c'est si elle arrive à grignoter des bouts d'oblast en dehors des 4 premiers revendiqués, ce serait ensuite de les revendiquer, donc un 5e, un 6e. Donc déjà, minimum, la Russie pourra difficilement céder auprès de son opinion publique en se contentant de ne pas avoir pris la 100% des 4 oblasts qui sont annexés et inscrits dans la constitution russe. Donc s'ils ne l'ont pas par la guerre, les Russes demanderont à voir cela par la paix, c'est-à-dire ils vont demander carrément à Trump de dire Zelensky, tu signes un accord de paix qui va suivre une trêve qui, elle, n'a aucun pouvoir engageant, parce que la Russie a dit qu'elle ne voudra pas d'une trêve. Lavrov l'a dit, Poutine l'a dit, nous n'avons aucun intérêt à une trêve qui ressemblera à ce qui s'est passé dans le cadre des négociations autour de Minsk 1 et 2 et compagnie, ou du format Normandie. C'est les trêves qui vont être violées de part et d'autre, mais surtout, c'est les trêves qui vont permettre de gagner du temps. On s'est fait avoir plusieurs fois, on ne va pas se faire avoir 3 fois. Donc, les Russes vont demander tout cela, et je pense que c'est la raison pour laquelle Trump va être obligé de faire très très peur aux Ukrainiens. Et là, il est en train de couper les vivres. C'est le meilleur moyen de pousser les Ukrainiens à devenir raisonnables. Ce qui est dangereux pour Zelensky, c'est que plus il cède, plus il peut se faire tuer. Et plus il cède, plus ce sera l'homme des mauvaises nouvelles qui aura cédé. Et donc, il est probable que des gens qui sont des héros de guerre, qui sont très bien vus dans l'opinion publique, comme Zaloujny, qui est ambassadeur à Londres, ancien chef de l'armée ukrainienne, il est possible c'est même très probable que Zelensky soit battu aux élections qui ne pourront pas avoir lieu avant mai 2025. La fois précédente, on faisait une vidéo « Où est l'Europe ?» Oui. Quid de cette question? L'Europe revient plutôt en force sur le dossier ukrainien, oui, avec aussi une nouvelle proposition, celle d'un financement, en tout cas d'une armée européenne, d'une défense européenne à hauteur de 800 milliards d'euros. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Nous sommes mercredi 5 mars et jeudi 6 mars, au moment où sera diffusée cette vidéo, a lieu le sommet européen. Donc c'est un sommet européen du Conseil de l'Union européenne qui réunit les États membres, hein, contrairement à la Commission qui est supranationale. Le Conseil réunit soit les chefs d'État, soit les chefs de gouvernement, soit les ministres compétents. Et là, c'est un Conseil européen extraordinaire
qui est dédié à Rearm Europe. C'est une proposition de la Commission européenne et Madame von der Leyen, autoproclamée chef de guerre de l'Union européenne, alors que ce n'est pas du tout dans ses compétences. Elle est ni Madame Pesk, hein, ni ni le représentant de l'Union européenne, elle n'est pas le représentant du Conseil de l'Union européenne, qui est le titre de Monsieur Costa, l'actuel président du Conseil de l'Union européenne. Elle n'est pas non plus la chef d'État du pays qui préside l'Union européenne pendant 6 mois, hein, en rotation. Normalement, elle a une force de proposition relative, de gardienne des traités surtout, mais grâce à son leadership, elle a réussi à se faire mousser depuis le Covid. En tout cas, elle a proposé un plan de 800 milliards d'euros, qui s'appelle Rearm Europe, et ce plan serait normalement destiné à financer toute une défense européenne. Contrairement à ce qu'on a vu dans les médias, dans certains médias qui critiquaient ce plan, ce n'est pas 800 milliards pour l'Ukraine. C'est 800 milliards pour la défense européenne, pour faire un bond en avant, non pas vers une armée européenne unifiée, c'est presque impossible, et les traités ne le permettent pas, et le fait que ce principe de l'unanimité régit les questions régaliennes de défense font que seuls les États peuvent décider de qui meurt au combat ou pas, comment on livre une guerre, pourquoi le feu vert. Tout ça, c'est du domaine régalien de l'État-nation. Mais ce plan est inspiré par le plan Draghi, Mario Draghi, et aussi Enrico Letta, donc pas Enrico Letta, par Enrico Letta. Et M. Letta et Draghi, surtout M. Draghi, ont pondu des rapports ces 2 dernières années, surtout le rapport Draghi qui est le plus récent, et ce rapport Draghi préconisait 2 gros investissements, un pour la transition digitale et la transition écologique, 2 ambitions extrêmement importantes. L'écologique, ça c'est tarte à la crème, mais le digital, on est vraiment très loin derrière des Chinois et des Américains qui ont les 2 espaces de cyber-souveraineté, et un volet défense pour que l'Europe passe vers quelque chose qui ressemblerait à un sujet géopolitique crédible. Il faudrait que l'Europe non pas ait une armée européenne unifiée, mais au moins une puissance, une coordination des différentes armées européennes, passer à un budget militaire, un budget de défense, pardon. Aujourd'hui, on est à 1,9 dans le meilleur des cas, c'est la France, et la Pologne 2% à peine. Il faut passer minimum à 3%, et Trump exige 5% pour ne pas larguer les Européens. Donc on voit bien que c'est un programme très ambitieux. Selon les différents spécialistes des armées françaises et des gens de l'état-major que j'ai consultés, il faut au moins, notamment, je vous incite à voir l'interview que j'ai faite d'un très 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 grand analyste et ancien des forces spéciales françaises, le colonel Olivier Krohn, qui montre l'état de délabrement des armées européennes. Nous sommes 1,5 milliard d'hommes, les pays de l'Europe de l'Ouest, et nous n'arrivons pas, pour nos auditeurs, ils l'ont déjà entendu probablement, mais nous n'arrivons pas à envoyer plus de 50 000 hommes en Ukraine. Zelensky a demandé 300 000 hommes pour pouvoir continuer à continuer la guerre, mais surtout empêcher une invasion totale de son pays, se protéger dans la longue durée contre les Russes. Il dit qu'il faudrait 300 000 hommes des forces de l'OTAN ou des forces européennes. Et pour l'instant, les Russes ont refusé toute force de l'OTAN et même de certaines forces européennes. Eh bien, il faudrait envoyer 300 000 hommes. Il faut savoir que les Américains eux-mêmes, ils ont 100 000 hommes sur le sol européen. Les Européens, aujourd'hui, sont protégés par plusieurs bases américaines qui ont notamment des ogives nucléaires, en Italie notamment, aussi en Belgique, là où il y a le siège de l'OTAN. Donc il y a des pays européens qui abritent des armes américaines, y compris des armes nucléaires américaines. Il y a beaucoup d'antimissiles et de missiles en Pologne et surtout en Roumanie. Et il y a bien entendu 100 000 hommes américains, 100 000 soldats qui accompagnent tout ça. Donc si vous voulez, il y a quelque chose d'assez sérieux qui aujourd'hui protège l'Europe et qui est l'élément américain. Si l'élément américain se retire de la défense européenne, ce qui est en train d'être négocié entre Trump et Poutine, parce que c'est ça la vraie négociation entre Poutine et Trump, c'est combien on va laisser de troupes américaines, est-ce qu'on va reculer des missiles ou pas, c'est ce que veulent les Russes. Hein. Les Russes l'avaient proposé dans un mémorandum qui avait été envoyé aux Américains quelques mois avant la guerre en Ukraine, donc c'était fin 2021,
et les Russes demandaient un énorme chantier, une énorme réunion, des pourparlers, des réunions qui déboucheraient sur de futurs accords pour remettre à plat tous les problèmes, éviter un clash OTAN, Amérique et Russie, et qui comprenait justement un recul, non pas du traité de l'OTAN, comme on l'a dit, mais un recul aux frontières de 97 de certains dispositifs militaires américains et atlantistes, c'est-à-dire des bases, des missiles, des antimissiles. Ce n'est pas le traité. Poutine ne demandait pas à un pays de sortir d'un traité dont il est signataire, mais que les éléments structurels, dissuasifs et perturbateurs des Américains et de l'OTAN qui annulaient la dissuasion et la défense russe, parce que quand un missile est tout près, il est beaucoup plus difficile à intercepter qu'un missile qui est un peu plus loin. C'est une évidence et c'est la base de tous les pays qui ne veulent pas avoir une armée capable de la frapper de trop près. Tout ça est en train d'être discuté entre M. Trump et M. Poutine, et on est très loin d'avoir abouti à des négociations, mais dans ce contexte, l'armée européenne a compris qu'elle devait se réorganiser, et c'est bien ce qui se passe en ce moment, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, comme disait M. de Villepin, comme a dit M. Hubert Védrine, comme on dit aussi d'autres personnes, je pense qu'il faut arrêter de fustiger l'administration américaine qui nous abandonne, nous sommes devenus orphelins. Il ne faut pas pleurer comme l'organisateur du Conseil de la conférence sur la sécurité à Munich, même si certaines enquêtes disent qu'il n'aurait pas pleuré pour ça. Là, je veux bien rester équilibré là-dessus, peut-être qu'il y a une exagération. En tout cas, il ne faut pas pleurer, il faut s'organiser pour non pas faire une défense européenne, je le répète, mais agglutiner plusieurs moyens de plusieurs pays qui vont décider de la défense afin que le continent européen soit protégé par lui-même. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le désengagement qui n'est pas encore sûr, moi je suis loin d'être certain que l'Amérique va se désengager durablement. D'ailleurs, on n'a que 4 ans. Peut-être que dans 4 ans, Trump ne sera pas réélu. Tout le monde dit Vance est le futur président. On n'en sait rien. Peut-être qu'il y aura des énormes réactions, des énormes mécontentements. Peut-être que le Deep State, les services secrets, les Hollywood, les médias, les multinationales américaines, peut-être que tout ce qui forme le Deep State, le Deep Power, va peut-être reprendre le dessus. Donc, est-ce qu'on peut tout déménager en moins de 4 ans ? Ça me paraît difficile. Je pense que tout cela va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ça va être graduel. Mais ce que fait M. Trump en ce moment, c'est nous faire peur pour qu'on augmente les budgets de défense. Et ce qui est rigolo dans ces gesticulations, peut-être qu'on parlera de Macron aussi tout à l'heure, dans toutes ces gesticulations de Macron, de Stammer, les voyages de Stammer et Macron aux États-Unis, les 2 réunions qu'il y a eu à Paris fin février, ensuite les autres propositions de Macron, la déclaration de Macron ce soir, mercredi soir, à 20h, sur justement la nécessité de préparer une défense européenne contre une menace existentielle russe, etc. Il y a une semaine, la déclaration de Macron comme quoi nous sommes face à une menace existentielle. J'ai fait un papier à Valeurs Actuelles justement pour dire que c'était exagéré. La Russie est une menace existentielle pour qui ? Pour l'Ukraine ? Oui. Pour la Pologne ? Peut-être. Pour les pays baltes ? Probablement. Pour la Moldavie ? Très probablement. Et encore, enfin les Moldaves qui sont pour l'actuelle présidente Sandu, mais pas les Moldaves qui ont voté contre elle, qui eux étaient plutôt pour la paix avec la Russie. Bref, tout cela déjà, menace existentielle, c'est quand on détruit votre population physiquement, quand on agresse votre population, quand on envahit votre territoire et qu'on détruit vos institutions. Donc c'est vrai pour l'Ukraine, mais la Russie n'est pas, en tout cas encore, une menace existentielle pour les pays de l'Union européenne. La Russie n'a agressé aucun pays membre de l'OTAN et aucun pays membre de l'Union européenne. Pour l'instant, c'est fictif. Que la Russie ait des problèmes avec ses voisins qui ne sont pas membres de l'OTAN, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, qui n'ont pas de traité de défense avec nous, en tout cas pas avant le février 2024. Quand l'Ukraine a agressé la Russie, quand la Russie a agressé l'Ukraine, c'était un problème, et nous avons le droit de prendre parti, c'était un problème entre un pays non membre des institutions occidentales et un autre pays non membre des institutions occidentales. C'est comme si la Chine et l'Inde se disputaient. Si la Chine et l'Inde se disputaient, que devrions-nous faire ? Nous devrions faire tout pour que ça ne dégénère pas en conflit nucléaire. Donc même si là, il y en a un qui est beaucoup plus faible que l'autre, au départ, nous n'étions pas obligés de nous en mêler, et je le répète, nous n'avions aucun accord de défense, de sécurité, ni avec l'Ukraine.
ni dans le cadre de l'Union européenne, on n'a même pas ouvert les négociations en vue de l'adhésion à cette époque, ni dans le cadre de l'OTAN. Les bases officielles américaines, il y en avait une quinzaine en Ukraine, avant le déclenchement de la guerre, étaient des bases officieuses, entre guillemets, illégales, officieuses. Et donc il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait rien qui nous obligeait moralement et juridiquement à nous sentir agressés. On peut dire nous sommes existentiellement menacés quand nous sommes dans une alliance, par exemple la France a une alliance militaire avec la Grèce. Je ne sais pas si nos auditeurs le savent tous, et avec Chypre. Depuis que mon ami, l'ex-ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence chypriote, Yorgos Lelikas, qui était un grand francophile, il avait signé des traités d'accord et des traités d'amitié chypriotes et français, à la fois sur la francophonie et sur la défense. Donc depuis les années 2000, et plus tard, un petit peu plus tard avec la Grèce, nous avons des accords de défense qui nous obligent à être solidaires de la Grèce et de Chypre en cas de guerre avec la Turquie. Ce n'était pas le cas avec l'Ukraine. Donc on pourrait dire que nous sommes menacés existentiellement, dire nous, si nous faisions partie du même ensemble sécuritaire, stratégique, militaire, ou s'il y avait des accords de défense à l'époque du déclenchement de la guerre. Ce n'est pas le cas. Donc tout ça, c'est de l'outrance, mais la bonne raison pour laquelle M. Macron a fait ces déclarations et la bonne nouvelle dans cette volonté d'augmenter les budgets militaires, c'est qu'enfin, les Européens vont prendre conscience qu'on n'est jamais mieux défendu que par soi-même. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et les Russes, d'ailleurs, ne nous empêchent même pas d'augmenter notre budget militaire. Personne ne nous a jamais obligés d'augmenter nos budgets de défense. Et donc, ce qui va se discuter à Bruxelles, ce n'est pas du tout l'embryon d'une défense européenne qui serait centralisée par l'Europe, pour une raison très simple. La défense, c'est régalien. Ce qui est régalien, c'est-à-dire c'est le ministre compétent du pays membre qui décide, c'est le chef d'État, le Parlement qui ratifie l'entrée en guerre ou pas, etc. Et donc, ce sont des États qui vont décider eux-mêmes d'augmenter leur budget. L'Europe, ce qu'elle va faire, pour nos éditeurs, elle va permettre de créer des bons européens, une sorte de dette européenne, comme pendant le Covid, quoi qu'il en coûte, l'Europe va en quelque sorte violer les traités. Et comme vous le savez, la Commission européenne, c'est le gardien des traités. C'est la vraie mission de la Commission européenne, c'est pas de faire le gouvernement. Et en tant que gardienne des traités, c'est vrai que quand la Commission européenne dit « nous n'allons pas sanctionner », normalement elle sanctionne. Quand on viole les traités, on est sanctionné. Pour nos auditeurs, il faut savoir que la vraie mission de la Commission européenne, c'est la gardienne des traités et sanctionner les pays qui ne respectent pas certains dispositifs. Et donc là, quand Mme von der Leyen a dit « nous allons accepter de dépasser le seuil d'endettement maximal, nous allons faire des eurobonds », même les Allemands pourront difficilement dire « la Cour de Karlsruhe nous empêche de violer les traités », parce que là, c'est la gardienne des traités qui le dit. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça va permettre de financer un effort de guerre, mais ça ne va pas transférer à Bruxelles le pouvoir de décision, d'appuyer sur un bouton, ni d'entrer en guerre. Ça va rester du domaine de compétences des États-nations. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gesticulations. Pour conclure, tout ça, ce sont des gesticulations. L'Europe existe, l'Europe ne mange pas de ce pain-là, l'Europe va résister à ce plan de lâchage munichois américain. Et en fait, qu'est-ce que fait l'Europe? Elle fait exactement ce que M. Trump a demandé. Elle augmente ses budgets militaires pour payer elle-même beaucoup plus sa défense. Et là où c'est jackpot pour les Américains, c'est qu'il faut savoir que 85% des armes qu'achètent les pays européens quand ils veulent augmenter leur effort de défense sont des armes américaines. Il y a une industrie de défense italienne très bonne, il y a une industrie de défense anglaise, mais qui est hors de l'Union européenne, il y a une industrie de défense allemande, et il y a une industrie de défense française. Le reste, c'est presque rien, à part un tout petit peu l'Espagne qui parfois est associée. La Pologne, c'est quelque chose d'assez sérieux, mais c'est pratiquement que des armes américaines. Donc on va relancer l'industrie de défense américaine, puisque on ne peut pas passer, que les auditeurs comprennent bien, on ne peut pas d'un coup passer de 80% de commandes à l'industrie américaine à 20% ou à 0%. Il nous faudra des années pour créer des filières, pour motiver les entreprises à faire des bifurcations, des adaptations. Ça ne se fait pas. Il va falloir minimum 5 ans
pour reproduire certaines choses que nous produisons en petite quantité, et il faut encore plus de temps, parfois il faut 20 ans, on le voit sur les lois de programmation militaire, hein, souvent c'est sur plusieurs lois, c'est sur 20-25 ans, les porte-avions, les gros avions transporteurs, certains missiles, et c'est pas en quelques années que tout à coup vous devenez producteur en masse. Déjà, même quand on sait produire, vous avez vu, la France, elle sait produire des canons. La France sait produire des canons, mais elle a le plus grand mal à doubler le nombre de productions, mais il faudrait 10 fois plus pour aider vraiment les Ukrainiens. On n'a même pas réussi à produire un dixième de ce qu'on devait donner aux Ukrainiens. Donc pour résumer, ce sont les États qui décident de faire tourner leurs usines. Les usines, ce n'est pas Bruxelles, c'est les États. Et les compagnies privées qui vont être motivées par les États. Et donc, si vous voulez, tout cela, ça va mettre beaucoup de temps. Et si vous voulez, l'Ukraine a largement le temps d'être entièrement conquise avant que l'Europe soit capable de remplacer les Américains. Alors, les Américains, c'est les hommes, 100 000 hommes. Nous, on peut en envoyer maximum 30 000. Maximum, grand maximum, 45 000. Sur les 100 000 Américains et les 300 000 que demande M. Zelensky. Les radars, on n'a aucun radar aussi puissant que les radars américains. Sans les radars américains, l'Ukraine est littéralement brouillée, parce que les Russes sont très bons en brouillage électromagnétique, et sans là c'est plutôt civil, sans les orbites, sans les satellites de basse résolution, vous savez, c'est pas des satellites géostationnaires, c'est satellites en basse atmosphère. Sans les satellites de Starlink de M. Musk, on peut dire que, et sans les radars américains, sans ces deux choses, les Ukrainiens sont aveuglés. Le brouillage électromagnétique russe les met dans le noir, et là c'est un chaos, c'est un uppercut par chaos. Donc, si vous voulez, ça fait très très peur aux Ukrainiens, et c'est triste, mais c'est ce qui va pousser les Ukrainiens, moi je pense, à faire la paix assez vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des guérillas, ça ne veut pas dire que dans 4, 5, 6 ans, mon ami, le colonel Krohn, Olivier Krohn, qui a fait une interview sur ces questions, dit, attention, on peut avoir une paix en Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des maquis. Pierre Lelouch rappelait que certains Ukrainiens, après l'armistice, ont continué à tuer leurs ennemis jusque 9 ans après l'armistice, jusqu'aux années 50. Donc il y aura une guérilla, et les Ukrainiens sont connus pour ça, il y aura une guérilla qui va continuer, mais la paix officielle va être signée assez rapidement, parce que c'est très simple, si on coupe Starlink, si on coupe les radars américains, si on enlève les hommes qui sont officieusement présents, si on enlève les 12 bases de la CIA qui sont en Ukraine, et si on continue à bloquer les armes qui arrivent de Pologne, et enfin les 4 milliards, vous savez qu'il restait 4 milliards d'aides américaines qui continuaient à être, qui étaient promises sur celles qui ont déjà été évoquées précédemment, et bien là, elles ont été bloquées depuis mercredi 5 mars. En plus, si on bloque les derniers milliards américains destinés aux Ukrainiens, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que Zelensky n'a pas d'autre choix que de signer un accord léonin qu'il ne voulait pas signer. Et dernière question, mais plutôt, c'est même plutôt un commentaire qui se retrouve souvent sous les vidéos. Oui. C'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, dans le sens où effectivement l'Europe a énormément investi pour soutenir la défense ukrainienne face à l'invasion russe. Mais au final, la guerre est perdue pour les Ukrainiens. Et l'Europe n'a rien gagné. L'Europe n'a rien gagné. Tout ça pour ça, ça me plaît beaucoup. C'est presque le titre... c'est le titre d'une super vidéo qui buzzerait très bien. On montrerait la tête de M. Zelensky et des Européens, une main devant, une main derrière, et de Trump et de Poutine souriant. Tout ça pour rien. Effectivement. Et là, c'est là que moi j'ai beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens. On nous a tous traînés dans la boue, pro-russes, agents de Moscou, combien vous paye Moscou? Et j'ai arrêté, moi, de faire des émissions. C'était 3 mois après le début de la guerre en Ukraine. J'en pouvais plus. Moi, je sais, ça me plaît pas. J'aime pas ce genre d'émission. J'étais dans des émissions où j'avais des Ukrainiennes ou des Polonaises. Souvent, ils envoient des femmes parce que ça passe mieux pour eux. Et je peux comprendre de la part. Ils emmenaient des gens littéralement hystériques, peut-être très sincères, mais hystériques, qui vous traitaient de pro-russes, combien ils vous payent, quand est-ce que vous retournez à Moscou, ça. Si vous voulez, ça, c'était insupportable. Et moi, je savais très bien qu'au bout de quelques temps, ce que nous disions il y a 3 ans, maintenant, même les plus anti-russes, alors, sur un autre ton, en disant « je le regrette, c'est horrible, c'est munichois hein, ». Monsieur Guetta, il ne dit pas autre chose que ce que nous disions. Sauf que lui, maintenant, il a le droit de le constater. Lui, il est pro-russe, il est anti-russe, à mort, etc. Mais tout ça pour rien, c'est-à-dire probablement beaucoup plus d'Ukrainiens morts que l'on le croit.
Les Ukrainiens, leur ministère de la Défense affiche 44 000 morts et 2 ou 3 fois plus de blessés. J'ai eu vent par des amis qui habitent dans l'ouest de l'Ukraine et qui connaissent assez bien pas mal de ministres. Ce serait entre 5 et 10 fois plus, les vrais chiffres. Dont les chiffres communiqués par le New York Times, oui. qui sont beaucoup plus importants. Et c'est le New York Times. Oui, quand je dis 10 fois plus, ça ne veut pas dire 500 000 morts. Hein. Ça veut dire probablement 120, 130, 150 000 morts. Et il faut calculer. Millions de blessés selon le New York Times. Voilà, et 3 fois plus. Ah, si je ne savais pas que le New York Times le disait. Millions de blessés. On peut le voir sur des sites ukrainiens comme news.ukr et d'autres. Et donc, on a promis, à cause du faux Churchillien, vrai meurtrier Boris Johnson. Boris Johnson, mais on l'a dit 10 fois dans les vidéos, mais pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos, qui ne connaissent pas le sujet, Boris Johnson, quand il y a eu la paix d'Istanbul, hein, une proposition de paix d'Istanbul, donc début avril, fin mars 2022, Zelensky était prêt à signer un accord qui permettait aux Ukrainiens de garder l'essentiel du Donbass. Ils ne perdaient entre guillemets que la Crimée, pour eux c'est déjà trop, mais ça c'était déjà acquis depuis 2014, et ils sauvaient l'essentiel des régions envahies et annexées. En échange, neutralité absolue, plus aucune arme américaine et occidentale sur leur sol, c'est le vrai casus belli, et une impossibilité éternelle de rentrer dans l'OTAN, plus les autres volets, le respect des peuples russes d'Ukraine et autres minorités, etc., etc. Boris Johnson est arrivé, et en disant qu'il était churchillien, il ne fallait pas céder à cet oukase, etc., il a promis la victoire, et il a dit qu'il avait même réussi à convaincre Biden, qu'à l'époque, rappelez-vous, il disait « no boots on the ground ». On avait l'impression que Biden était assez passif. Johnson dit « non, moi je suis du pays de Churchill ». Vous savez, le fameux populiste, mais très lettré, qui parle grec, etc., Boris Johnson, avec tout son côté très romantique. Et Biden confirme, quelques jours plus tard, oui, on va aider les Ukrainiens jusqu'à la fin, et il ne signe pas. C'est-à-dire que vous me direz, avec les si, ma tante serait mon oncle. Ok, d'accord, mais je connais la formule. Mais quand même, il y avait une possibilité, peut-être pas certaine, mais qu'on sauve pas mal de vies à l'époque. Les principes ont été très très bien affichés, mais nous avons promis aux Ukrainiens quelque chose de totalement impossible. Et ça, c'est dégueulasse. Je dis bien le mot dégueulasse parce que dire aux Ukrainiens, vous allez gagner, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous vous aiderons jusqu'à ce que non seulement l'Ukraine récupère tous ses territoires, y compris la Crimée, mais nous vous aiderons même jusqu'à renverser M. Poutine. Votre victoire sera le renversement. Rappelez-vous, c'était ce qu'on disait quand les Ukrainiens ont repris du poil de la bête avec une reconquête assez audacieuse quelques mois après le déclenchement de la guerre. On a eu toute une reprise de territoire par les Ukrainiens. On avait l'impression qu'ils allaient faire tressaillir, faire vaciller le pouvoir de M. Poutine. Or, on n'a pas donné assez d'avions. On en a donné très lentement, beaucoup plus tard, au compte-gouttes, et pas les meilleurs avions. On n'a pas entraîné assez de pilotes. On sait parfaitement quand on a donné des chars, et toujours des chars de meilleure qualité, c'était quand même pas non plus les derniers cris non plus, et c'était jamais en assez grande quantité. Et de toute façon, les chars ne servent à rien maintenant par rapport aux drones, et c'est pour ça que les Ukrainiens sont mieux défendus avec leurs drones qu'avec les chars qu'on leur a donnés, qui ont été cramés, comme beaucoup de chars russes qui se cachent dans les forêts. Après, on a donné des missiles, soi-disant à longue portée. En fait, c'est pas la longue portée comme les missiles intercontinentaux. Hein. C'est 500, 600 km. Maintenant, 1000 km, on est à peu près à 1000 km. Mais on n'a jamais donné l'autorisation de frapper tout le territoire de la Russie. On n'a jamais l'autorisation de frapper massivement Moscou. Donc, on n'a jamais... C'est comme si on aide quelqu'un, mais on lui dit boxe avec un bras dans le dos. Tu as tout dans le bras droit, mais tu n'as ni gants, ni mobilité du bras gauche. Enfin, c'est quand même assez étonnant comme façon d'aider 100%. Et donc, les Ukrainiens ont pris ce qu'on leur a donné, mais depuis le début, il n'a jamais été question ni d'envoyer des hommes, ni de donner une véritable couverture aérienne, une aviation digne de ce nom, ni de pouvoir les laisser frapper où ils veulent, quand ils veulent. Je donne un seul exemple, parce qu'il ne faut pas croire que c'est Musk. Quand les Ukrainiens ont voulu frapper avec des drones aquatiques, ils ont voulu frapper la Crimée, Starlink a débranché. Les Ukrainiens ont appelé les Américains. Comment ça se fait? On était en train là de frapper la Crimée, vous nous débranchez nos drones. Mais littéralement, c'est comme s'ils sont dans le noir. Ni Musk, son entreprise, ni les services américains répondent. Là,
personne au téléphone, enfin, au message, ou au crypté, etc. C'est-à-dire que les Américains, c'est pas que Musk, les services américains, ceux qui aident les Ukrainiens depuis le début, n'ont jamais permis aux Ukrainiens ni de détruire le pont de Kerch, ni de détruire des villes entières ou Sébastopol en Crimée, ni de rendre la vie impossible aux Russes de manière réelle dans les zones occupées. On n'a jamais permis de faire certaines choses aux Ukrainiens. Donc on les a bridés, on leur a pas donné assez d'hommes, pas assez de munitions, enfin les hommes, c'est des hommes, c'était pas officiel, pas assez de munitions, pas assez d'obus, pas assez d'avions. Et quand ils ont réussi à faire des opérations qui étaient extrêmement audacieuses, on a coupé les radars et couper les satellites en basse orbite, les satellites notamment de Starlink. Donc si vous voulez, ça c'est dégueulasse parce que, et c'est ce que je pense vraiment, hein, on a donné tout aux Ukrainiens pour faire mal aux Russes, pour faire saigner du Popov. Je sais que j'ai eu des commentaires, certains commentaires me disent que je suis presque trop modéré, d'autres me disent ouais mais c'est dégueulasse pour les Ukrainiens. Mais bien sûr c'est dégueulasse pour les Ukrainiens, mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Pour ceux qui font des commentaires, ne me dites pas ouais, c'est dégueulasse ce que vous dites, de faire saigner du Popov, c'était pas le vrai but, mais réfléchissons. Si le vrai but de l'Occident était vraiment de faire gagner les Ukrainiens, on leur aurait donné au moins toute la couverture aérienne et suffisamment de munitions. On serait passé en économie de guerre, mais dans la mesure où on n'a jamais voulu passer en économie de guerre. L'économie de guerre, c'est quand les entreprises civiles sont sollicitées pour produire en masse et les entreprises d'armement ont des commandes énormes de l'État pour produire 24 heures sur 24. L'économie de guerre, c'est quand 60% minimum de l'industrie est mise au service de la guerre. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, dans la mesure où on savait d'avance qu'il n'y avait ni la volonté politique, ni les moyens, ni la conviction pour obliger les industries civiles, mais qui fabriquent des armements, à passer à un échelon extrêmement rapide, nous leur avons fait des promesses que nous ne pouvions pas tenir. Donc, je m'excuse, même si certains sont choqués, ça veut dire que notre vrai but non avoué, c'était que l'ennemi russe soit frappé, essayer, là c'était vraiment le but stratégique ou politique, vous savez que le militaire a toujours un but politique, sinon il n'y a pas de stratégie. La stratégie c'était faire chuter le régime russe en le mettant dans un bourbier en Ukraine, sachant, là je reconnais que c'est parti pris, on est d'accord ou pas, ma théorie est celle de beaucoup d'analystes géopolitiques, y compris certains pas du tout pro-russes, mais pas du tout, c'est que les Occidentaux n'ont rien fait pour empêcher cette guerre. Je ne dis pas que Poutine est tout à fait victime d'une sorte de plan, mais on n'a rien fait pour empêcher cette guerre, parce que cette guerre était utile pour l'OTAN, pour essayer de déstabiliser le pouvoir russe. Donc on a utilisé des Ukrainiens extrêmement courageux comme béliers contre l'ogre russe, et on n'a fait que ça. On n'a jamais permis aux Ukrainiens de réellement avoir une victoire. Et ce qui montre que les principes, les plus beaux principes, peuvent cacher des choses extrêmement dégueulasses et cyniques. Résultat des courses, les Ukrainiens pouvaient perdre 5% de leur territoire en 2022, et ils ont failli signer la paix d'Istanbul qui leur permettait d'en rester là, en échange d'une neutralité. Je répète que la Finlande, l'Autriche, les pays neutres, quand ils sont restés neutres, n'ont pas eu de problème avec la Russie. Quand est-ce que la Géorgie a des problèmes avec la Russie? Quand Saakashvili, un néocons pro-américain à mort, mais vraiment très 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 pro-américain, se voit promettre encore une fois par ses interventionnistes américains qu'il peut attaquer les Russes, il sera défendu jusqu'au bout. Mal lui en a pris, Saakashvili a fini une main devant, une main derrière, il s'est pris une raclée et comme vous le savez, la Géorgie a eu 2 régions occupées par l'armée russe et elle a été écrasée en 2008. Pareil pour l'Ukraine. À chaque fois, les Occidentaux trouvent un mec très néocons, peut-être très sincère, un anti-russe qui en veut, peut-être pour des bonnes raisons, il en veut à l'ogre russe. On lui dit, vas-y, un bulldog, on lance le bulldog, t'inquiète pas, on te donnera de la nourriture. Et le type, une fois qu'il a attaqué l'ogre russe, eh bien, il se retrouve sans les moyens d'aller jusqu'au bout, parce qu'à un moment, les Américains changent d'avis. C'est un peu comme les Kurdes en Irak ou les Kurdes en Syrie. Donc ça, c'est assez dégueulasse, et c'est ça qui est de plus horrible et de plus moralement condamnable, même si en géopolitique, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de morale, c'en est bien la preuve. Il n'y a aucune morale dans tout ça, surtout lorsqu'on affiche une morale. Je répète exprès, c'est très important de le comprendre, il n'y a jamais moins de morale que lorsque l'on prend la posture de l'indigné. Pour la prochaine vidéo, je retrouverai la citation d'un auteur célèbre qui disait « Il n'y a jamais plus
d'imposture que lorsque l'on prend la posture de l'indigné. Et c'est ce que font tous ceux qui parlent de Churchill, de Munichois, les BHLiens ou les Guetta. Leur position est quelque part noble d'un point de vue purement théorique, mais elle masque un énorme cynisme parce qu'eux-mêmes n'iraient pas faire la guerre contre les Russes dans les tranchées. Alexandre Delval, merci. Merci à vous. Tout ça pour ça, on aura la réponse de toute façon bien assez vite. Oui, sauf miracle pour les Ukrainiens, mais malheureusement, je pense que les jeux sont faits. Par contre, il y aura peut-être des guérillas. Ça va durer très longtemps. Merci encore pour cet entretien. On se donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. C'est très important pour le référencement.